Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax à Metz. Alors, que vous réserve la nouvelle PAC? Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine sur la PAC. On va faire un effort de décryptage, un effort de pédagogie et on a la chance d'accueillir ici Christiane Lambert. Bonjour Christiane. Bonjour. Présidente du COPA de la FNSEA, éleveuse de porc dans le Maine-et-Loire. À vos côtés, Pascal Gaillot. Bonjour Pascal. Bonjour. Conseillère régionale de la région Grand Est. À ma droite, Anne Sander. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne du groupe, donc du Parti populaire européen, démocrate chrétien. Et juste à vos côtés, Hervé Lapie, président de la FRSEA du Grand Est. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, vous avez suivi tout ce qui s'est passé cette semaine. On a dit, on va faire de la pédagogie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi et qu'est-ce qui se passe actuellement encore au Parlement? Alors c'est une semaine de vote pour affiner la position du Parlement sur la prochaine politique agricole commune. Alors à quoi ressemblera cette prochaine PAC? Elle sera verte, c'est certain. C'est une demande de nos concitoyens, demande du Parlement. Donc 30% de mesures supplémentaires en faveur de l'environnement. Mais nous nous sommes beaucoup battus aussi pour remettre de l'économique dans cette politique agricole commune. Parce que sans revenus décents des agriculteurs, eh bien pas d'agriculture sur nos territoires, pas d'emploi, pas d'aménagement du territoire et surtout pas d'agriculture saine et en quantité suffisante et sécurisée. Ça, c'est ce qui se passe au Parlement européen. En parallèle, la réunion du Conseil des ministres. Alors, les ministres se sont rencontrés. Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Les ministres se sont rencontrés et sont eux aussi arrivés à obtenir un accord sur la PAC, à aligner leur vision. Et tout l'enjeu maintenant, dans les prochaines semaines, eh bien, ce sera d'obtenir une position commune entre les ministres et le Parlement européen. Et nous nous battrons pour garder le caractère commun de la politique agricole commune, parce que c'est la spécificité de cette politique, c'est la première et c'est la seule qui est réellement intégrée. Donc pour faire en sorte que nos agriculteurs soient traités de la même manière de l'ouest à l'est, du nord au sud de l'Europe, nous nous battrons pour avoir les mêmes règles environnementales en particulier, mais aussi économiques partout en Europe. Il va y avoir des réunions pour se mettre d'accord, des trilogues, ce qu'on appelle. Ça va durer jusqu'à quand? Alors, nous espérons obtenir un accord début 2021, en tout cas dans le premier semestre 2021. Je vous rappelle que nous avons pris du retard dans nos discussions sur la PAC et que nous avons aussi mis en place ce qu'on appelle un règlement de transition qui permet jusqu'à fin 2022 de continuer à soutenir les agriculteurs. Et au 1er janvier 2023, la nouvelle PAC est en œuvre. Normalement, là, au 1er janvier, effectivement, nouvelle PAC, nouvelles mesures et puis surtout, le combat continue aussi pour un budget qui devra permettre d'accompagner les agriculteurs dans la transition environnementale qu'on va leur demander. En attendant, nous avons aussi un plan de relance, c'est-à-dire des financements supplémentaires pour faire face à la crise et surtout pour préparer les investissements de demain. Christiane Lambert, côté producteur, ça a été une bonne semaine, une mauvaise semaine, des inquiétudes? Des inquiétudes, nous en avions parce qu'on était parti de très loin avec... je crois qu'il faut regarder là. Non, vous regardez devant où vous souhaitez, vous nous regardez comme vous souhaitez. Je ne regarde pas que vous. On était parti de très loin en juillet 2018 avec la proposition du commissaire européen qui avait proposé une politique agricole commune où on craignait beaucoup effectivement qu'il y ait, avec ce qu'il a appelé les plans stratégiques nationaux, autant de politiques agricoles que de pays. Anne Sander a insisté sur le terme commun de la politique agricole commune. Pour sauver la PAC et pour qu'il y ait une PAC d'après, il fallait qu'elle soit commune. Mais ça a été difficile, je crois qu'il faut le dire. Dans la dernière nuit, au Conseil des ministres, le ministre de l'Agriculture français s'est battu, a fait des alliances, notamment pour que les nouvelles dispositions vertes en matière environnementale soient appliquées dans tous les États membres. Un certain nombre d'États membres refusaient catégoriquement de mettre en œuvre ce qu'on appelle les éco-programmes. Et donc là, ça aurait été le royaume des distorsions, encore plus fortes qu'aujourd'hui. Donc ça, il fallait sauver le caractère commun. Premier point. Deuxième point, on partait en juillet 2018 sur un budget extrêmement réduit
puisqu'il y avait d'une part la perspective du Brexit et donc la sortie des Anglais et de leur contribution. Et puis pour certains, la PAC n'était pas une politique prioritaire. D'ailleurs, dans ses discours sur l'Union, Mme Ursula von der Leyen parle encore trop peu d'agriculture quand elle parle de l'Europe, et ça, je crois qu'il faudra qu'on lui rappelle. Mais avec la crise Covid, qui a montré le rôle essentiel des agriculteurs pour produire, transformer, stocker et pouvoir nourrir toutes les populations, même quand il y a eu plus de 300% de demande de pâtes, plus 250% de demande de sucre, les agriculteurs ont été au rendez-vous. Donc la question de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire, de la capacité d'un pays et de l'Union à produire en quantité et en qualité pour tous les Européens est revenue au devant de la scène. Le président de la République français l'a dit lui aussi, souveraineté alimentaire. On a manqué de masques, on a manqué de respirateurs, on n'a pas manqué d'alimentation. Donc chapeau bas à l'agriculture. Et ça a remis au devant de la scène le caractère économique de la politique agricole commune qui devait produire. Alors on le fera, nous aussi, en rentrant dans les transitions écologiques qui s'imposent à tous les secteurs, mais elle est économique et verte, même si, je vous l'avoue, dans les médias parisiens, on ne nous parle que des éco-régimes et que du vert. Donc nous, on a plaisir à dire, elle est équilibrée, elle est plus verte et charge à nous de faire en sorte que tous les agriculteurs puissent émarger sur ces éco-programmes. C'est ce qui nous attend en région, mais je compte sur Hervé et sur vous-même pour y parvenir, et puis à Paris, bien sûr. Avec le regard régional, c'est satisfait? Satisfait parce que comme l'a dit Christiane ou Anne, on revient de loin aussi en 2018, nous partions avec vraiment beaucoup de handicap. Là en 2020, on sent que l'agriculture a repris un peu de poids et qu'elle est aussi vecteur de vitalité des territoires. Et les territoires ruraux sont aussi des enjeux aussi importants et donc je crois que les agriculteurs seront capables d'accompagner la transition si l'économie est aussi à disposition dans les exploitations agricoles. Donc il ne faut pas opposer environnement et économie. Je crois que l'économie est au service de l'environnement. Et dans cette région Grand Est, vous avez plus de 25 000 agriculteurs, plus de 2000 entreprises agroalimentaires. Je crois que les enjeux sont devant nous et il faut vraiment qu'on accompagne cette transition de l'agriculture, mais avec aussi nos entreprises, aussi avec l'agroalimentaire. Et tout ça au bénéfice des agriculteurs, mais aussi rappeler que la politique agricole commune, elle est au service de nos concitoyens et que les agriculteurs français apportent une alimentation saine et durable. Et ça, c'est reconnu. Donc je crois qu'on n'a pas à rougir. Maintenant, on a des enjeux économiques qui sont aussi celles du revenu. Et je crois que la politique agricole doit aussi accompagner les agriculteurs en termes de revenus pour être en capacité d'investir. Et investir, ça signifie aussi se tourner vers le Conseil régional qui doit aussi avoir une politique d'investissement pour nous aider dans les exploitations. Pascal Gaillot, la parole est à vous. Merci Hervé. La parole est à nous. Déjà, je me réjouis ici sur ce plateau avec vous qu'enfin un accord, ou en tout cas se dessine. Et parce qu'il n'y a rien de tel aussi que de laisser les agriculteurs dans l'expectative, dans l'attente et de ne pas savoir ce qui va se passer. Donc chaque fois qu'on avance et qu'on concrétise, c'est très très bien et on le souhaitait. Vous rappelez peut-être que la région est un acteur important de la PAC, au plus près des agriculteurs, au travers de ce qu'on appelle le deuxième pilier de la PAC. Et qu'aujourd'hui, on commence à comprendre effectivement quel sera le rôle de ce deuxième pilier aussi. Il n'a pas forcément beaucoup évolué, donc on sait à peu près ce que l'on va faire. Et il est surtout pour nous l'occasion d'utiliser ces fonds européens qui sont dédiés au territoire, on l'a dit, au service des agriculteurs, dans cet équilibre économie et environnement, mais surtout ce que nous portons à la région, avec Région de France, et ça je tiens à le dire puisqu'on a une vision commune de toutes les régions, de pouvoir assurer et accompagner les agriculteurs dans la transition. On imagine même un contrat de transition signé avec les agriculteurs dans le cadre de la PAC. Premier fait important à décrypter, premier point à débattre, vous en avez parlé Christian Lambert, les éco-programmes, les éco-régimes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord, Anne Sander, le principe ? Alors là, l'idée, c'est vraiment de demander aux agriculteurs d'aller plus loin, de s'engager davantage encore dans des mesures qui seront favorables à l'environnement et au bien-être animal. Et ce qui a été décidé au Parlement, c'est de réserver 30% des paiements directs à ces éco-régimes. Au minimum. Au minimum. Les ministres ont décidé 20%. Donc on va discuter et on va trouver un accord entre nous. Deux choses sont importantes. La première des choses, c'est d'avoir, je l'ai dit tout à l'heure, un caractère commun pour ces éco-régimes. Parce que ça aurait été pire que tout d'avoir des éco-régimes dans certains pays et qu'il n'y en ait pas dans d'autres.
Donc c'est même pourcentage partout. Et là, tout l'enjeu, ça va être de savoir quelles sont les mesures qui vont être mises dans ces écorégimes. Ces écorégimes doivent être accessibles aux agriculteurs. Et là aussi, moi j'aimerais qu'il y ait un cadre qui soit plus européen pour faire en sorte qu'il y ait le même degré d'exigence partout en Europe. On sait aussi qu'en France, on est très, très exigeant, on demande beaucoup d'efforts à nos agriculteurs. Donc j'espère qu'à travers ces écorégimes, on pourra reconnaître des pratiques, des bonnes pratiques qu'ils ont déjà, parce que je crois qu'on a de l'avance sur certains pays européens. Donc il faut que ce soit une prime à ceux qui font bien, et il faut que ce soit incitatif tout en étant accessible. Parce que ça a été une vraie pierre d'achoppement déjà entre les différents groupes politiques au Parlement européen. C'est quand même la première fois où on a des groupes politiques qui défendent pas la PAC, alors qu'on aurait pu le croire. Le Parti socialiste, les écologistes, etc. Ils ont dit c'est fini, on ne veut pas la défendre cette PAC. Et puis aussi entre les pays. Christian Lambert, vous représentez les agriculteurs européens. Les pays de l'Est, ils ne voulaient pas ce niveau d'éco-régime. Nous avons différentes façons de mettre en œuvre la politique agricole commune déjà depuis longtemps. Pour les agriculteurs et pour les citoyens qui sont ici, il faut dire quand même que la PAC avait déjà verdi, puisqu'il y avait 30% d'aides qui étaient liées au respect de mesures de verdissement. Elles sont considérées comme intégrées. Et donc, il va être rajouté 20% ou 30%, on verra ce que donnent les trilogues, pour les agriculteurs qui s'engageront un peu plus en faveur de l'environnement. Ce qui a été très désagréable, c'est que pendant 15 jours, à Bruxelles et partout, nous avons eu un lobbying féroce d'ultra-verts qui disaient c'est pas assez, c'est nul, la PAC ne fait pas ce qu'il faut, il faut renverser la table, il faut tout réimaginer autrement. Ils voulaient 50% minimum. Ils voulaient 50% minimum. Bon, c'était quand même 43 organisations en France, 400 organisations au niveau européen. À Bruxelles, les lobbies, ça pèse énormément. J'ai envie de dire, ils n'ont que ça à faire. Parler, tweeter, envoyer des mails, des spams, etc. Et Dieu sait s'ils l'ont fait. Un mail toutes les 30 secondes à nos députés, histoire de bien pourrir leur boîte mail. C'est comme ça qu'on pratiquait les vrais lobbies verts. Nous, on n'a pas fait ça. Nous, on a expliqué qu'il fallait 60% qui étaient consacrés aux aides économiques dans le premier pilier, et qu'on acceptait de mettre 30% si ça correspondait à des mesures accessibles. Et comme en France, on a des certifications de l'agriculture biologique, de l'agriculture raisonnée, de HVE, de l'agroforesterie, de l'agroécologie, on va faire valoir tout ce que les gens font pour essayer de l'intégrer dans ces fameux éco-programmes. Et puis il y a un enjeu très fort, c'est le climat. Mais je sais que dans cette région, ça fait longtemps que vous parlez du carbone, du marché du carbone et de la possibilité justement d'avoir des actions favorables vis-à-vis du climat. C'est l'ensemble de ce menu déroulant avec différentes actions qu'on va écrire et les agriculteurs pourront choisir « j'investis dans tel et tel domaine ». Et à ceux qui disent qu'on ne faisait rien avant, le PCAE, le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles pour lequel les régions ont géré, on avait déjà des obligations de faire bien en matière environnementale, bien en matière de bien-être et bien en matière de climat. Donc pour les agriculteurs, on poursuit, on amplifie. Il y a aujourd'hui des moyens. Alors certes, il faudra montrer, pas de blanche, montrer qu'on fait, mais on est dans une société aujourd'hui où, qui que nous soyons, interrogez votre constructeur automobile, interrogez votre voisin, interrogez n'importe quelle profession, on doit montrer qu'on fait bien en matière environnementale. Et comme nous, on a un syndicat réformiste et constructif, on a dit, eh bien, les nouvelles règles du jeu sont celles-ci, mettons-nous au travail tout de suite pour écrire ces éco-programmes, ne pas les laisser écrire à d'autres, pas à l'administration non plus, mais être capable de proposer des choses réalistes et réalisables. Et on emmènera les agriculteurs. Et franchement, avec 20 ou 30% d'éco-programmes, l'agriculture sera un des meilleurs contributeurs aux transitions et au changement climatique. Et ainsi, on pourra clouer le bec aux ultraverts qui veulent sans arrêt opposer agriculture et écologie, alors que nous gérons 57% du territoire français, 87%. Si on ajoute la forêt, nous sommes les plus gros acteurs sur les territoires. Cette responsabilité, nous l'assumons et les dispositifs, nous sommes déjà prêts à les construire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'orientation stratégique Farm to Fork, il y avait l'idée du bio, essentiellement du bio. Il fallait sauver le HVE, il va être sauvé ou pas ? Oui. Oui, bien sûr, parce qu'il y a le bio, mais il n'y a pas que le bio. En France, nous avons 8% de surface en bio. L'objectif français est de 15%. Bruxelles a fixé un objectif à 25%, sans étude d'impact, sans savoir s'il y a le marché, 25% en 2030. Quand on sait que déjà aujourd'hui, on vend 10 à 15% du lait bio en marché pas bio, fixer des objectifs sans étude de marché, ça ne nous paraît pas sérieux. Par contre, il a été reconnu, et c'est une bonne chose, que agroécologie, agroforesterie, agriculture de précision, HVE, certification environnementale des agriculteurs seraient
reconnus dans les dispositifs. Et un certain nombre d'autres pays ont d'autres démarches qui portent d'autres noms. Il n'y aura pas que le bio, mais c'est vrai qu'il y a une demande en bio et il faut la satisfaire plutôt que d'importer des produits bio de certains continents qui n'ont pas du tout les mêmes cahiers des charges. N'hésitez pas à réagir si vous souhaitez en fonction des différentes thématiques. Une autre inquiétude, c'est le fait que la PAC soit de moins en moins commune. Anne Sander, est-ce qu'on n'a pas perdu un peu dans ce côté commun de la politique agricole commune ? Mais ça, c'est vraiment c'est notre combat parce que la proposition de la Commission européenne, comme l'a dit Christiane Lambert, c'était vraiment de proposer finalement 27 politiques agricoles communes. Donc à travers les pourcentages des éco-régimes, mais aussi à travers les mesures qui seront mises dans les éco-régimes, nous réintroduisons ce caractère commun. Ce caractère commun, eh bien, nous l'introduisons aussi dans les règles de contrôle de l'utilisation de l'argent de la PAC. Je ne parle pas des contrôles qui sont faits sur les exploitations agricoles, mais je parle des contrôles qui sont réalisés par la Commission européenne sur l'emploi des fonds publics par les États. Parce que là aussi, eh bien, il y avait un risque de renationaliser ces contrôles et puis finalement de laisser faire les États membres sans qu'on ait une véritable vision de la manière dont est utilisé cet argent. On sait bien que dans certains pays, aujourd'hui, il y a des soupçons de corruption. Donc on s'est battu pour remettre ça au niveau européen. En particulier. La République tchèque en particulier. Et je crois que c'est quelque chose qui aurait été très négatif pour l'ensemble des agriculteurs parce que lorsqu'il y a des soupçons de fraude, eh bien, on sait bien que c'est l'ensemble de la politique agricole commune qui est décrédibilisé. Et là, ce contrôle, il est effectif, il y a un objectif de résultat ? Alors les deux, nous ce que nous avons proposé, c'est de faire en sorte que l'éligibilité des dépenses se fasse en fonction de la conformité, du respect des règles européennes. Mais en même temps, il y aura un suivi statistique de ce qu'on appelle la performance, avec des indicateurs qui vont être mis en place. Et effectivement, au niveau européen, eh bien, on suivra l'évolution de ces performances. C'est un dossier qui n'est pas encore clos parce que, autant sur un certain nombre de sujets, le Parlement et le Conseil, je dirais, sont sur la même stratégie. Aujourd'hui, sur ce modèle de mise en œuvre de la PAC, eh bien, nous ne sommes pas encore arrivés à un accord. Ce sera discuté en trilogue. Alors, on a beaucoup entendu parler de l'idée d'un mid-term review en 2024. Vous êtes contre ? Quand on met 2 ans à décider, quand il est mis 2 ans pour décider d'une politique agricole commune et qu'on nous parle d'une clause de rendez-vous à mi-parcours, on se dit au secours, quoi. Quand est-ce qu'on va avoir des règles stables pour les agriculteurs ? Quand on investit et qu'on est agriculteur, on a besoin de lisibilité. Si on se dit les règles changent dans 2-3 ans, on reporte son investissement. Et donc, on ne peut pas répondre. Donc, il faut de la stabilité. Et là, nous en avons quand même un peu. Juste un mot sur le caractère commun et la subsidiarité. Toute la difficulté, c'est d'avoir un tronc commun suffisant, mais de laisser un peu de souplesse par rapport à des situations différentes. La semaine dernière, en réunion à Bruxelles, mon voisin de gauche avait 1200 truies. J'en ai 235. Et mon voisin de droite avait 16 000 hectares en République tchèque. C'est évident qu'on n'est pas du tout tous pareils. Les agricultures européennes sont très différentes. Et un Ukrainien qui était là en avait 860 000. Donc, bien sûr, il faut un tronc commun, mais qu'il y ait un peu de subsidiarité, c'est nécessaire aussi. Même en France, on en a besoin d'un peu de subsidiarité. On ne cherche pas la même chose ici en région Grand Est ou en région Aura ou en région Occitanie. Hervé, je crois, veut préciser. Non, mais je voulais intervenir sur la stabilité. Je crois que quand on donne une orientation à une politique, il lui faut lui donner du temps, du moyen terme ou du long terme. Et quand on installe un jeune agriculteur, il ne s'installe pas pour 2 ou 3 ans. Donc je crois que pour redonner de la vision et de la lisibilité sur la politique agricole commune, il faut aussi donner un cadre stratégique à moyen ou long terme. Et c'est ce qui manque, parce que en fait, ces révisions à mi-parcours, quand on change les règles du jeu au bout de 2-3 ans, ça déstabilise complètement la politique aussi d'installation et d'accompagnement de nos jeunes agriculteurs. Donc effectivement, on a vraiment besoin de cette continuité. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, les investissements nécessaires dans les exploitations agricoles sont importants. On parle de bien-être animal qui mérite des investissements. On parle de transition sur les produits de santé végétale, donc qui méritent aussi des investissements. Et on ne peut pas changer les règles du jeu tous les 2-3 ans. Donc on a vraiment besoin de stabilité. Alors, un des points positifs, c'est qu'on accélère certainement la conversion vers l'agroécologie. Ça vous va bien au niveau régional, avec notamment le contrat ? Oui, tout à fait. Et ça a été évoqué avant. Il n'y a pas que la bio, il
il y a peut-être HVE, il y a des agriculteurs qui ont choisi aujourd'hui des chemins qui sont les leurs dans le cadre de leur contexte de climat, de sol, de filières. Toutes les filières n'existent pas partout. Ils ont engagé une démarche de progrès. Et ce qui serait intéressant dans cette nouvelle PAC, c'est de pouvoir fixer avec eux, sans leur imposer, mais qu'ils puissent choisir à quel niveau ils pourront être dans 5 ans, dans le cadre d'une transition, de la signature d'un engagement, et qu'après, ce soit sous forme d'accompagnement, de transition, on va dire agroécologique, sans qu'elle soit obligatoirement bio, sans qu'elle soit obligatoirement HVE. Chacun devrait pouvoir choisir son chemin, parce qu'encore une fois, tout le monde n'aura pas les mêmes possibilités. Et c'est au plus près des exploitations et des agriculteurs que cela doit se réfléchir. Donc il nous semble que l'échelle régionale, c'est la bonne échelle pour en discuter. Nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. Merci pour ce décryptage. Merci Hervé Lapie, merci Pascal Gaillot, merci Anne Sander et merci Christian Lambert. Et puis surtout, merci à vous de nous avoir suivis pendant toutes ces émissions en direct ici depuis le salon Agrimax. Merci.